Yeah. Yeah. Non, je t'avoue, tu m'as dit freestyle, tu m'as dit on voit comment est-ce que ça se passe. Je me suis dit ouais, ok, bon bah, on voit comment est-ce que ça se passe et puis on verra bien. Ok, bon, bah nickel. Et puis, bah écoute, let's go, si c'est bon pour toi. Ouais, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec, ouais, j'aurais pu dire un candidat, mais non, on va échanger avec un invité qui aurait pu être un de mes candidats dans une vie d'avant, mais qui est trop fidèle à son poste pour avoir répondu sur le sujet pro. En revanche, il a répondu sur le sujet sportif parce que lui, il court. Certainement pour le plaisir, on va voir ça avec lui, mais il court aussi pour d'autres raisons qu'on va pouvoir détailler ensemble, notamment me semble-t-il, se rapprocher de ses racines. Enfin bref, je suis très content d'échanger avec Sin Boom. Salut Sin. Salut Armano, merci pour l'invitation et trop content de pouvoir échanger avec toi là sur ce podcast. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. C'est vrai que c'est toi qui m'as rappelé qu'on avait commencé à échanger il y a quelques mois ou quelques années parce que j'essayais de te contacter pour un job. Mais là, cette fois-ci, c'était pas pour un job que je te contactais, c'est parce que j'avais vu passer certains de tes posts avant ta préparation pour un petit objectif que tu t'étais fixé ces derniers temps. Cet objectif qui fait 42,195 km. On va aborder tout ça. Mais juste avant, écoute, je te laisse peut-être te présenter. Dis-nous tout. Qui est Sing Boon? Alors Sing, j'ai 40 ans aujourd'hui et comme tu l'as dit, ben, j'ai préparé cette année mon premier objectif marathon. On reviendra peut-être sur le podcast, mais du coup, c'est transformé en préparation de 2 marathons sur l'année 2026. Et voilà, j'ai 40 ans. Quoi te dire de plus? Bah, j'ai commencé à courir il y a vraiment 3 ans, réellement, où j'ai repris la course à pied. On y reviendra peut-être, mais voilà, la vie a fait que j'étais sportif, je l'ai été un peu moins, j'ai arrêté complètement. Et puis après, j'ai repris petit à petit. Et puis, je me suis lancé là sur 2026, objectif, non pas un, mais 2 marathons. Bon, eh ben écoute, on va pouvoir détailler tout ça. Tu me disais aussi en off que tu t'es déjà essayé au triathlon, donc tu as vraiment toute ta place ici sur le podcast Devenir triathlète. Tu disais que tu as été sportif, un peu moins. Comment et où et pourquoi tu as découvert le sport? Depuis tout jeune, j'ai fait pas mal de sports. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait foot, basket, que ce soit en club ou en loisir aussi avec les copains. Donc voilà, pas mal de sport co. Et puis je me suis mis ensuite un peu à la course à pied, vraiment sur le tard. Quand ça a été difficile entre les copains de réunir tout le monde pour faire un basket ou pour faire un foot, tu te retrouves tout seul, tu as envie de faire un peu de sport, tu pars tout seul et puis tu mets tes baskets et tu cours. Donc voilà. Et puis de fil en aiguille, petit à petit, moins en moins, on va dire moins en moins de temps, où je prenais peut-être moins en moins le temps pour aller faire du sport. Donc la fenêtre du sport s'est réduite petit à petit jusqu'à vraiment il y a 3 ans. On l'a dit sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de te contacter pour le côté pro. Est-ce que ton côté pro, et tu pourras peut-être nous dire si tu as envie ce que tu fais comme job, mais a pris aussi le pas sur le fait de s'accorder du temps pour continuer à faire du sport? Alors oui et non. Oui et non, parce que alors oui, à un moment donné, quand tu grandis, quand tu arrives à la vingtaine, à la trentaine, tu commences à avoir beaucoup plus de temps pour travailler, moins de temps pour du loisir, et donc du coup tu sélectionnes un petit peu tes loisirs. Du coup, comme je te disais, j'étais beaucoup dans une organisation où il fallait trouver du monde, hein, pour faire un foot, pour faire un basket. Alors je vais faire mon vieux rabat-joie parce que j'ai 40 ans, mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces applications où tu pouvais t'inscrire et te dire, voilà, je suis tout seul, j'ai envie d'aller faire un foot, et tout le monde se réunit et tout le monde se donne rendez-vous. Ça n'existait pas. Donc, pour le public un peu jeune qui va se dire, mais aujourd'hui, avec les applis, c'est trop simple d'organiser des foot ou des baskets. À Ouais, l'époque, bah, non. bien sûr.
À l'époque, c'était qui est dispo pour faire un foot, qui est dispo pour faire un basket, qui est dispo pour faire un peu de sport. Et du coup, c'était un peu plus difficile parce que tout le monde bossait et puis les calendriers de chacun ne matchaient plus. Donc, un peu plus compliqué de se retrouver pour faire ça. Donc, voilà. Et puis après, concernant le côté pro qui prend plus de place, quand on atteint la trentaine, on prend un peu plus de responsabilité. Alors, sur le côté pro, moi, je suis responsable IT support pour le compte du Club Med. Donc aujourd'hui, la prise de responsabilité aussi, donc avec une gestion d'équipe, avec des missions qui sont beaucoup plus à responsabilité ou à stratégie pour l'entreprise. Donc du coup, ça demande de l'implication aussi hein, et du temps. Donc c'est pour ça qu'après, il faut pouvoir caler son calendrier et son planning avec quelques sessions d'entraînement. Donc ouais, c'est un peu un tout qui a fait que moins de place pour le sport. Et puis après, il fallait aussi conscientiser un petit peu tout ça, je pense, ce qui a fait que, tu vois, au fur et à mesure où ta carrière, elle avance, tu t'arrêtes aussi un petit peu et tu te dis, OK, bon là, j'ai besoin de refaire un peu de sport, j'ai besoin de prendre du temps pour faire du sport. Donc du coup, voilà, tu remanies ton planning pour que tout ça rentre. Alors attends, parce que je voudrais faire un petit arrêt quand même sur image. Tu es directeur support informatique au Club Med. Alors, Club Med, on voit bien les géos, ceux qui te font faire de l'activité dans des super endroits, avec un super service, etc. Mais le côté IT, qu'est-ce qu'il y a sur le côté IT au Club Med? Enfin, toi, ton job, parce que c'est pas une start-up, le Club Med ne fait pas dans l'IT, dans l'informatique. Toi, ton job aujourd'hui, c'est quoi? Alors, il y a pas mal de choses au Club Med. Alors oui, comme tu le dis, hein, le Club Med, c'est pas, on se dit pas qu'ils font de l'IT, on se dit pas qu'il y a beaucoup d'IT. Et au contraire, il y en a beaucoup, 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 parce qu'on est vraiment sur une grosse transformation digitale qui a été faite au sein du Club Med, avec pas mal de mise en place d'applications pour pouvoir faciliter la vie de nos géos. Alors les géos, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui travaillent au sein du Club Med, ce sont des gentils organisateurs. Donc, ce sont les personnes qui opèrent dans nos villages ou qui vendent les services du Club Med ou qui, comme moi, sont sur la partie back, donc la partie support, auprès de tout le personnel du Club Med. Donc, ça peut aller du poste de travail de la personne de la compta à l'accueil, jusqu'au poste de réception et tous les à côté et les applicatifs qui vont avec tous les systèmes de réservation qui doivent s'interconnecter entre eux et ainsi de suite. Donc, il y a une grosse, grosse, grosse plateforme IT qui est derrière cette machine qui est le Club Med. Et en façade, ce qui est super intéressant dans ta remarque, c'est que toi, côté GM, donc nos gentils membres, donc nos clients, la façade, tout est beau, et tout est simple et on est juste là pour profiter. Et c'est le but, si tu veux, des équipes support, c'est le but des géos au Club Med, que nos GM puissent passer vraiment un super moment pendant leur séjour. Bon, voilà, ça n'avait rien à voir avec le podcast, mais c'était l'histoire aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière une boîte qui, a priori, n'est pas une boîte autour duquel l'informatique tourne. Et pourtant, c'est un peu au cœur aussi de pas mal d'activités. En tout cas, aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui puissent s'en passer, même si on pense à nos amis les agriculteurs qui nous nourrissent, ils tournent beaucoup à l'aide d'outils informatiques. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, euh, Autre petite réflexion qu'on pourrait se dire déconnecté, mais le Club Med est quand même vachement teinté sport aussi. Est-ce que toi, est-ce que les géos, donc les gentils opérateurs, les employés, les collaborateurs et les collaboratrices du Club Med peuvent pratiquer le sport sur leur lieu de travail? Est-ce que ça t'a aidé aussi à te remettre en activité? Ouais, alors, gentil, Géo, c'est gentil organisateur, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais non, si tu veux, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je précise, hein, je ne vis pas en village Club Med, donc du coup, je n'ai pas accès quotidiennement à toutes les activités qu'on peut avoir au Club Med. Mais c'est vrai qu'on est dans un environnement où le sport est assez primordial, hein. Et puis, j'ai pas mal de collègues aussi qui font de la course à pied, du tri ou même du sport en général. Donc, ça permet aussi d'avoir cette émulation même au sein de nos bureaux. Et puis, dans nos bureaux, on a aussi des infrastructures qui nous permettent de faire
de faire du sport, que ce soit entre midi et deux ou en fin de journée. On a une salle de sport qui n'est pas très très loin non plus dans le complexe où on est. On a des douches mises à disposition des employés. C'est bête, hein, mais tu vois, quand tu vas faire ta séance le midi, c'est quand même cool et super sympa d'aller prendre une douche après que d'avoir juste tes lingettes pour pouvoir passer ton après-midi avec tes collègues. Bah, c'est clair, ça t'épargne. Enfin, c'est un peu le sujet aussi de on prend un coach, on prend pas un coach. On en arrive toujours à la conclusion que finalement, le coach, il va te permettre d'évacuer une bonne partie de la charge mentale qui est liée à la programmation de ton entraînement. Même si tu es toi-même entraîneur, en général, déjà, tu n'es pas un bon entraîneur pour toi-même, mais surtout, ça te permet de ne pas te prendre la tête sur qu'est-ce que je vais faire, dans quelles conditions, comment je vais planifier tout ça, etc. Et ces choses qui, comme tu dis, peuvent paraître insignifiantes, mais le fait d'avoir un endroit où tu peux te doucher pour faire une séance le midi, des vestiaires pour mettre tes affaires, voire un casier pour pouvoir laisser des affaires un jour ou deux, ou le soir, laisser tes affaires, partir en tenue de sport, revenir le lendemain matin en courant, te doucher et puis te rhabiller avec des affaires propres. Tout ça, bah, ça a l'air insignifiant, mais c'est quand même aussi et beaucoup la clé de, alors je ne dirais pas du succès, mais la clé de la réussite du programme d'entraînement de certains sportifs, notamment des sportifs d'endurance et en particulier les sportifs individuels, les triathlètes, les coureurs. Bon, pour les nageurs, ça paraît plus compliqué. Pour les footballeurs aussi, mais voilà, dans nos sports, en tout cas, ça épargne pas mal de sujets. Ah ouais, clairement. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, cette charge mentale qui t'est retirée à te dire qu'est-ce que je fais après le sport, où est-ce que je laisse mes affaires ou des choses comme ça, c'est franchement une facilité que l'on a. Et je remercie mon entreprise pour nous mettre à disposition ce genre d'équipement. Bon, revenons à toi. Je le disais, tu t'es déjà essayé, tu as déjà goûté au triathlon. C'était il y a combien de temps, dans quelles circonstances, et qu'est-ce qui a fait que tu n'y as que goûté aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que je n'y ai que goûté? Alors déjà, comment j'y suis arrivé? J'y suis arrivé un peu sur un coup de tête. Comme je te le dis, ça fait 3 ans maintenant que je cours réellement de façon assidue. Et j'ai un ami et un beau-frère qui se sont également lancés sur du tri il y a un peu plus longtemps que moi. Et puis, alors sur un moment de relâchement autour d'une bière, hein, on n'était pas en prépa, on n'était rien, tu vois. C'était, qu'est-ce que vous faites, les gars? Moi, j'ai mon prochain tri qui est programmé à telle date. Ça vous dit de venir. Voilà comment ça s'est lancé. Et tu vas voir que mon histoire, c'est un peu tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui va me tendre une perche, et puis après, soit je la saisis, soit je la saisis pas, et puis après, j'avance avec la personne. Salut. Ben voilà, j'ai mon petit bonhomme qui vient dire bonjour. De temps en temps, il fait ça. C'est mon parfum. Si, mi fai vedere dopo quando ho finito di fare l'intervista? Bon, ben voilà, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ils auront en plus la primeur de voir le petit bonhomme puis de m'entendre parler en italien. Ouais, enfin, en même temps, quand tu regardes les grands épreuves du triathlon, l'Ironman d'Hawaï, et tout ce que ça a généré, si on prend dans le swimrun, l'Otilo, c'est ça, c'est des soirées entre potes autour d'un bon verre, on ne dira pas s'il y a de l'alcool ou pas, hein, et puis des défis qui sont lancés et qui lancent une histoire. Toi, en l'occurrence, bah, ça t'a permis de mettre un pied dans le triathlon, et tu me disais, toute ton histoire avec le sport, ça a été un peu ça. Donc vas-y, c'était quoi ton premier tri? Comment ça s'est passé? Alors, mon premier tri, c'était un S en pleine préparation. Donc, du coup, mon premier vrai tri, c'était le tri de Vichy. C'est celui sur lequel on s'était motivé. Donc, le tri olympique de Vichy. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se lancer. Et donc, dans ma prépa, j'avais quand même intégré des petits triathlons, histoire de se familiariser déjà avec l'eau. Parce que l'eau, c'est pas un élément naturel et c'est pas mon élément de prédilection, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, il fallait un peu se jeter là-dedans. Là où sur la course à pied, je me suis dit, bon, tu mets un pied devant l'autre, tu avances et puis tu essayes de tenir. Là, dans l'eau, si tu essayes de tenir et que tu fais rien, tu coules. Donc, ça a été un peu plus compliqué. Donc, du coup, si tu veux, c'était d'appréhender déjà cette discipline, d'aller à la piscine, se préparer. Donc, j'ai fait un S pas très loin de chez moi, à Poto-Combo. C'était un petit S en piscine. Donc, ça s'est bien passé, réellement, parce que la piscine, je connaissais, et donc c'était un élément sur lequel je m'étais préparé et entraîné.
Je vais vous raconter les premières séances de piscine où tu fais 2 longueurs et tu as l'impression de te noyer. Tu essayes de chercher de l'air, mais tu as l'impression qu'il n'y en a pas parce que bah, tu ne sais pas mettre un bras devant l'autre. Tu bats trop vite avec tes jambes, donc tu t'épuises. Donc voilà. Et puis après, de fil en aiguille, bah, je me suis renseigné, je me suis entraîné à regarder, bah, en regardant, tu vois, des vidéos bah, sur YouTube, des gens qui m'expliquaient un petit peu bah, comment nager, comment respirer, parce que c'est pas tant de nager, mais respirer qui est super important en natte. Donc voilà, de fil en aiguille, comment ça s'est fait. Sur la partie vélo, le vélo, j'en ai, on va dire, tout le temps fait. Mais c'est vrai que sur des très longues distances, alors très longue distance, pour moi à l'époque, c'était 10 km, c'était déjà une très longue distance hein, en vélo. Donc, si tu veux, sur très longue distance, c'était un peu plus compliqué. Mais après, le vélo, on va dire que bah, à partir du moment où tu sais en faire, il faut juste trouver un rythme, il faut juste, enfin juste, quand je dis juste aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'il y a quelques années ou quelques mois de ça, j'étais pas à dire juste, mais il faut travailler ses cuisses, il faut travailler l'endurance, il faut travailler le travailler la nutrition aussi, peut-être qu'on y reviendra parce que la nutrition sur du tri, c'est quand même assez important. Alors sur du S, non, mais sur du M, quand même. Et puis après, bah, la course à pied, bah, j'y suis venu il y a 3 ans de ça. Je le disais tout à l'heure, hein, sur un coup de tête. J'avais mon ancienne boîte qui payait des dossards et qui invitait en fait les employés sur le semi-marathon de Paris. Et donc là, si tu veux, j'ai une équipe qui était super sympa et qui m'ont dit bah regarde, tu te plains tout le temps de ne pas faire de sport, et ben vas-y, inscris-toi. Voilà. Un autre défi. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, bah, go, on y va et puis on verra comment ce sera. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup misé sur la mémoire du corps. Je m'étais dit, bon, après 6 7 ans, le corps, il se souvient toujours de comment courir et de l'endurance qu'on avait il y a 6 7 ans. Bah non, non, clairement pas, parce que la première fois que j'ai chaussé des baskets pour préparer ce semi-marathon, parce que comme tu vois, hein, je ne prépare pas les choses à moitié, je ne me suis pas dit que je pars sur un 5 ou un 10, je suis direct parti sur un semi. Et là, bah, sur le semi, c'était les 800 premiers mètres ont été très, 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 très difficiles. Parce qu'à l'époque, je fumais aussi, je mangeais pas mal, je faisais un peu de fête. Donc, j'étais, on va dire, pas le même physiquement il y a 3 ans de ça déjà. Ouais, donc c'est sympa de voir cette évolution et que tu l'expliques, tu la documentes un peu. Et du coup, ce premier triathlon, il est intervenu quand? À peu près au moment où tu as commencé à courir, la deuxième année? Non, là, on va dire à peu près 1 an et demi après que je me suis mis à courir. Vraiment. Donc, c'était aux alentours de, on va dire, début 24, par là. Ouais. Début 2024. Donc, le premier triathlon, comme je disais, en piscine. Et puis ensuite, j'en ai fait un autre que je me souvienne. J'en ai fait un autre sur la base de loisirs de Jablin. Mais du coup, c'était un tri qui s'est transformé en run, bike run, parce que du coup, l'eau était trop, trop froide. Et donc, j'ai appris une règle, c'est que quand la température de l'eau est moins de 5 degrés en dessous de la température de l'air, tu ne peux pas faire la natation. Donc, je l'ai appris. Et donc, du coup, ils ont modifié le jour même, ils ont modifié la discipline pour en faire un run, bike run, pardon. Et ça aurait été ma première expérience en eau vive, enfin en eau vive, en lac, on va dire, et pas en piscine. Et ça aurait été intéressant pour moi parce que, du coup, sur le triathlon de Vichy, après, derrière, où j'ai enchaîné sur le triathlon de Vichy, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courant du coup, sur la natation. Et là, j'ai perdu pied et je suis sorti de l'eau. Et en vrai, j'aime bien cet échec, tu vois, parce que ça m'a aussi permis de me remettre en question, hein, d'essayer de comprendre bah, pourquoi j'y suis pas arrivé. Et en fait, nager en piscine, nager en lac ou nager dans une rivière, ça n'a strictement rien à voir. Et j'imagine même pas faire un tri en mer, tu vois. En pleine mer, ça doit être vraiment autre chose. Et donc, du coup, ce premier tri à Vichy, tu es sorti de l'eau.
Donc, tu n'as pas été au bout. Et après? Et après, non, j'ai pas refait. Si, j'ai refait un. Non, j'ai pas refait de tri. Et j'ai refait un duathlon. J'ai refait un duathlon après derrière à Chantilly, un run bike à Chantilly. C'est le Castle Race. Je sais pas si ça parle. Je sais pas si on peut dire les organisations. Ah ouais, bien sûr, il Euh, n'y a pas de souci. donc c'est tout un week-end sur Chantilly où tu as un peu toutes les disciplines, du 5 km au marathon en course à pied, du triathlon S, M, L, XL, en passant par du duathlon courte et moyenne distance. Donc moi, j'étais parti sur le moyenne distance. Alors si je me souviens bien, on était sur 40 km de vélo et 10 km de course à pied. J'avais enlevé Ouais. la natte parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la natte, c'est un peu moins mon truc. Et je pense que les triathlètes qui persévèrent là-dedans, bah, chapeau à eux, j'avoue. Moi, pour en avoir fait pendant un an, la natte, c'est vraiment le truc où j'ai encore du mal. Mais j'espère pouvoir y revenir parce que c'est vraiment un sport qui est. Moi, je trouve qu'il est top. Après, il faut beaucoup de temps aussi et beaucoup d'organisation. Donc, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire des sessions et tout ça. Donc, ce qui a fait que c'est vrai que cette année, je me suis un peu plus concentré sur la course à pied. Ok. Bon, bah, donc on désespère pas, un de ces quatre, de te voir au départ et surtout à l'arrivée d'un triathlon. Bah, carrément, carrément. Franchement, c'est un objectif que j'ai de vraiment terminer un triathlon, déjà un olympique. Et puis après, pourquoi pas aller plus loin. Mais déjà sur le tri, finir un olympique, c'est vraiment un des objectifs que j'ai, pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines années, hein. Bon, écoute, on suivra ça de près. Aujourd'hui, on se parle aussi et surtout, comme tu l'as dit en introduction, parce que tu as préparé un marathon, et même pas un, mais deux. Euh, tu... Qu'est-ce qui était à la genèse de ce normalement un marathon que tu préparais, vu que tu nous as déjà mis dans l'ambiance, tu nous as dit que tout ce que tu faisais au niveau sportif, c'était des défis à la con avec des potes. Bah, j'ai envie de dire, c'était la continuité du truc. C'est que la continuité de moi dans la course à pied, où, bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai commencé sur un coup de tête sur un semi-marathon, où j'ai fini, mais vraiment sur les rotules. J'ai plus marché pendant 2 semaines. J'avais des courbatures comme pas possible. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est que là, soit je suis trop vieux. J'avais la trentaine encore, hein. Soit je suis trop vieux, soit je suis complètement rouillé et je ne pouvais pas l'accepter. Donc je me suis dit, allez, on se remet en selle, on se reprend en main, on est vraiment sérieux et on s'organise pour pouvoir reprendre une bonne condition physique et la forme. Et donc du coup, j'ai enchaîné des 5 km, j'ai enchaîné des 10 km, j'ai enchaîné des semis. Et je me suis senti de plus en plus à l'aise sur ces distances-là. Et je me suis dit, bah, naturellement, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Bah, on essaye de monter sur du marathon. Donc, bah, on monte sur la discipline du marathon, mais par contre, le marathon, c'est plus de prépa. C'est quand même un peu plus difficile en termes de timing, en termes de temps, et puis après de se jauger sur ben, la distance, jauger sur ce temps de course qui est quand même relativement long et bah, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà la genèse du pourquoi le marathon. Euh, tu le disais, tu t'es mis à courir de plus en plus après ton premier semi, peut-être pour conjurer le sort ou pour te prouver que tu en étais capable. À ce moment-là, tu t'entraînais tout seul, tu y allais au feeling, tu sortais, tu mettais tes baskets, essayais de faire le même parcours le plus vite possible, quitte à arriver rouge écarlate. Enfin, c'était quoi ton entraînement à l'époque? Non, les premières fois, la première année, c'était vraiment déjà, il faut courir et voir si on prend du plaisir à courir, tout simplement. J'ai envie de dire, si tu fais un sport, tu prends pas de plaisir et ça reste une corvée, tu tiens pas longtemps. Donc, sur la longueur, ça sert à rien. Et la première année, c'était vraiment ça, prendre du plaisir, finir des courses, prendre des dossards malgré tout. Parce que j'en parlais dernièrement avec des amis hein, où ils me disaient mais comment tu fais un marathon? Mais comment moi courir 5 minutes, ça me saoule déjà. Je leur dis bah ouais, mais tu vois, le fait de prendre un dossard, de te dire j'ai un objectif de course dans quelques mois, bah, déjà dans ta tête, ton mindset est totalement différent parce que tu cours avec un objectif futur
et tu t'es mis peut-être par toi-même un petit challenge. Et donc, du coup, tu te dis, bah, OK, à telle date, j'ai cette course, donc il faut que je me prépare pour. Donc, tu n'as pas trop le choix. Enfin, tu as toujours le choix, mais c'est soit le choix de ne pas y aller, ce qui n'est pas vraiment un choix, entre guillemets, si tu t'es inscrit. Mais voilà, tu as cet objectif-là. Et donc, du coup, voilà, la première année, c'était vraiment prendre du plaisir, appréhender la course à pied, se mettre dans le mood de la course à pied. La deuxième année, je me suis entraîné un peu plus sérieusement, on va dire. Donc, j'avais regardé un petit peu, je me renseigne, en fait, je me renseigne beaucoup sur Internet, sur des articles que je peux lire, sur des vidéos que je peux voir sur YouTube, sur des entraînements. Et je me suis un peu discipliné là à faire de la longue distance, à faire de l'EF, donc de l'endurance fondamentale, à travailler mes allures, à faire du fractionné. Tu vois, tout ça, la première année, tu m'aurais dit ça, le vocabulaire, ne serait-ce que le vocabulaire que je te donne là, la première année, je ne connaissais pas du tout. Et donc la deuxième année, je me suis un petit peu plus structuré seul à m'entraîner. Et puis là, sur la troisième année, c'était plus avec des copains. Comme je t'ai dit, des gens qui te voient courir, tu partages un peu tes résultats à droite, à gauche avec des gens. Et puis, l'émulation fait que certaines personnes de ton entourage te disent, ah, moi, j'aimerais bien courir. Et toi, tu les emmènes avec toi. Donc, tu dis, écoute, je fais une petite sortie EF où je vais vraiment pas vite, ou je fais une autre sortie vraiment facile. 4-5 kilomètres, si tu veux, tu peux me suivre sur 4-5 kilomètres. Et puis après, moi, je ferai le reste de mon entraînement. Ça permet aussi à toi que ce soit moins monotone, hein. J'avoue que courir tout seul, c'est vrai que c'est monotone et que c'est difficile et il faut vraiment de la discipline pour courir seul tout au long de l'année. Mais quand tu as des gens autour de toi et puis tu as cette ébullition avec des personnes de ton entourage, ça te permet aussi à toi de les encourager à chausser des baskets et à venir prendre un peu de bitume avec toi. Ouais, ça, c'est le bon tips que tu donnes. Parce que c'est vrai que quand on est confronté à parler de son sport, de son activité avec des amis, avec des connaissances et qui te disent: ah, moi aussi, je cours, j'aimerais bien venir courir avec toi, mais j'ai pas le niveau. Non, mais attends, c'est pas une question de niveau. Effectivement, si tu estimes que tu cours le moins vite, eh ben, écoute, on fait l'échauffement ensemble. Après, je vais faire ma série et puis ou ma séance un peu plus longue. Et puis, si tu es encore en jambes, eh ben, on se retrouve pour faire la partie récup. Et voilà, finalement, on a partagé une partie de la séance ensemble. On est parti ensemble, on arrive ensemble, on a discuté 5 minutes et puis on s'est motivés tous les deux. Et qui sait, peut-être que ça créera des vocations aussi chez la personne qui t'a accompagné et qui va se mettre à courir de plus en plus. Mais en tout cas, comme tu dis, ça rompt la monotonie aussi. Ouais, clairement. Et puis, petit tips aussi, ce qui est bien de le faire, c'est sur des séances de fractionné ou sur des séances où tu es sur piste. Alors, quand tu as la chance d'avoir une piste, c'est bien d'inviter du monde avec toi parce que 400 mètres d'une piste dans un vasque clos, tu vois, chacun fait son entraînement à son rythme. Mais comme tu dis, l'échauffement, on le fait tous ensemble. Et puis, tu vois, avec l'expérience, je sais aussi selon le niveau des personnes, je leur donnais des tips sur les allures peut-être les allures à prendre ou alors la distance à faire, tu vois. Donc je leur disais, voilà, tu peux faire un tour de piste tranquille, tu te reposes un petit peu, tu fais un autre tour de piste et puis ça leur met, surtout pour des personnes novices sur la course à pied qui n'ont pas forcément de montre pour contrôler leur allure ou leur rythme cardiaque, c'est de leur dire, voilà, tu dois te situer un petit peu dans cette zone-là où tu arrives à respirer, mais tu n'arrives pas forcément à parler, tu vois, où tu dois cette fois-ci te mettre dans une phase où tu dois pouvoir parler à quelqu'un, ne serait-ce que même à toi-même, ou à réfléchir. Ou un truc que j'ai appris là sur le dernier semi que j'ai fait, c'est faire des maths. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand tu cours. Quand tu arrives à faire des maths quand tu cours, c'est que tu es en très très bonne forme. Ouais, ouais. Mais c'est souvent une blague qu'on se fait entre connaisseurs, mais c'est vrai que quand tu es à fond sur une séance de fractionné et puis ton pote, il arrive à la fin de la série, donc c'est le moment où il va pouvoir prendre 1 minute ou deux pour récupérer et que tu lui dis eh, vas-y, 10 plus 10, 3. Bah ouais, ok. Effectivement, quand tu commences à faire des maths, même les plus basiques, ou quand tu es encore en capacité de faire des maths, même les additions ou les multiplications les plus basiques, c'est qu'effectivement, tu es en forme. C'est ça. Mais donc, tu vois, sur un stade, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment l'endroit où tu peux vraiment amener du monde avec toi. Parce que c'est vrai que sur des distances, pour des novices, tu vas leur dire, on va courir 5 kilomètres, on va courir 4 kilomètres, on va courir 12 kilomètres. Pour eux, c'est exactement la même chose. C'est
c'est trop loin encore de leur vision. Entre 5 et 12, j'ai pas l'impression qu'on sache vraiment quand on débute la réelle distance et la réelle longueur que ça va prendre. Donc c'est vrai que sur piste, c'est vraiment le truc, tu vois, j'ai expérimenté plusieurs fois et c'est vrai que la piste, c'est vraiment l'endroit où j'aime bien amener des collègues, des amis pour une première séance et ça leur permet à eux aussi de voir autre chose. Ouais, c'est clair. Et du coup, dans le cadre de ta prépa, tu t'es dit, tu t'es fixé à un moment, OK, maintenant c'est objectif marathon. Comment tu choisis le marathon, la date, comment tu structures ton entraînement? Alors, le marathon et la date, j'ai envie de dire que je m'étais fixé Paris. Je m'étais fixé Paris en tant qu'objectif et donc la date était posée. La date de l'ouverture des inscriptions était posée dans ma tête. Il fallait que je sois dans les premiers pour pouvoir prendre mon dossard pour Paris. Comme ça, au moins, mon objectif était placé, mon objectif était fixé et j'avais plus qu'après à dérouler ma prépa. Donc, Ouais, grosso puis tu modo, avais si je déjà me acheté souviens, ta paye du mois parce que maintenant, s'inscrire sur le marathon de Paris, ça coûte un SMIC. c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai essayé d'emmener un pote à moi sur le marathon de Paris cette année, mais il m'a dit non, non, mais moi je l'ai fait il y a déjà quelques années de ça. J'ai payé et puis moins de 100 euros, je crois, le dossard, tu vois. Et là, impossible pour moi de mettre plus de 100 euros dans un dossard pour une course que j'ai déjà fait, quoi. C'est clair. C'est l'inflation, on va dire, du running aujourd'hui qui prend. Alors, je connais pas du tout moi, le marathon de Paris, donc j'espère que l'organisation en vaut la peine et on verra bien. Non, mais c'est clair, c'est clair, ça en vaut la peine. Et puis c'est mythique de traverser Paris en courant. Et souvent, quand même, il fait beau le deuxième week-end d'avril. Donc, il y a des chances que ça se passe bien. Donc là, au moment où on enregistre, on l'aura compris, tu es en fin de prépa. Mais donc, objectif, Paris 2026. C'est ça. Mais attends, Donc, donc, c'était pas que Paris. J'ai raté un truc ou quoi? alors de base, pour refaire la petite histoire, c'était que Paris. De base, c'était que Paris. Et donc, si on remonte un peu l'espace spatio-temporel, je suis fin 2025. Ouais, fin 2025, c'est ça. Les inscriptions pour le marathon de Paris ouvrent. Je m'inscris, j'ai mon dossard, tout va bien. J'ai ma date pour le marathon de Paris. En avant, Guingamp, c'est parti. Je suis serein. Et puis, il faut savoir que j'ai un frère. Mon frère habite au Japon. Il habite à Tokyo. Et j'avais jamais été le voir. Ça fait maintenant peut-être 3 ans qu'il habite là-bas. Et j'avais jamais été le visiter. Lui, par son boulot, fait des allers-retours entre Tokyo et Paris. Donc, on arrive quand même à se voir. Et puis, maintenant, la technologie fait qu'on arrive à être beaucoup plus en contact. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas m'inscrire au marathon de Tokyo. Voilà. Et donc là, je regarde les dates d'inscription, je regarde comment est-ce que ça se passe et je vois que c'est un tirage au sort, il y a très peu de places. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est 39 000 places pour 300 000 demandes en moyenne. Donc, je me suis dit, allez, de toute manière, j'ai une chance sur X de l'avoir. Donc, je vais mettre mon nom et puis de toute manière, après, c'est de la loterie. Et puis, on verra bien si je l'ai ou pas. Sans aucun espoir, rien du tout, quoi. Et donc arrive le jour fatidique du tirage au sort, où ben, on a un décalage horaire, nous, à Paris, avec Tokyo. Et donc, du coup, le matin, je reçois une notif sur mon téléphone. Je me dis, ah oui, c'est vrai, je m'étais inscrit sur le marathon de Tokyo. De toute façon, c'est perdu. Je vais me préparer et je vais aller au boulot. Et arrivé au boulot, je regarde quand même la notif et là, je vois, ah bah, j'ai été pris. Tu vois, avant ça, je m'étais fait des films en me disant, mais jamais je serais pris. De toute manière, vu le prix auquel les tours opérateurs te vendent les major marathons, hein, parce que Tokyo fait partie des 7 majeurs, je me suis dit, mais jamais, jamais moi, en tant que random guy sur un tirage au sort, sur 300 000 personnes, j'aurais droit à un dossard. Eh bien, si, comme quoi la loterie ça marche, c'est vrai. Et on se dit toujours, mais non, c'est cheaté, c'est pas possible, c'est juste pour nous faire croire que, mais de toute manière,
tout part vers les tours opérateurs pour nous faire payer de plus en plus. Mais non, j'en suis la preuve. J'ai fait le tirage au sort du marathon de Tokyo et ça s'est fait. Et donc voilà, après, de un marathon prévu sur Paris, je me suis retrouvé à faire 2 marathons en l'espace d'un mois et demi, un à Tokyo et un à Paris. Bon, donc Tokyo, c'était fin février, début mars? 1er mars. 1er mars Premier. 2026, ouais, exactement. Bon, et comment s'est passé ce premier marathon qui n'était pas le premier que tu avais prévu? Trop bien, franchement, trop, trop bien. Et réellement, alors, je pense que vraiment un marathon, ça se prépare, tu vois. Alors, peut-être qu'il y en a un sur je ne sais combien de milliers qui vont te dire mais non, mais moi, je me lève et je vais le courir. Certes, ça va être un sur des milliers, mais vraiment, ça se prépare. Moi, je m'étais préparé ouais, quasiment 6 mois avant pour vraiment arriver à cette distance-là, parce que je te dis, la plus grande distance que j'avais fait avant la prépa, c'était le semi-marathon, donc 21 km uniquement, et j'avais pas jamais été au-delà. Et ce marathon-là, je l'ai préparé pendant 6 mois en faisant des courses plus ou moins longues, en allant de plus en plus loin. Et celui-ci, le marathon de Tokyo, s'est super bien passé. Un, parce que l'ambiance était folle. Le temps était au rendez-vous. On a eu un très, très grand soleil. Alors, n'en déplaise à ma femme et à mes enfants, le jour du marathon, c'était le plus beau jour de nos 2 semaines de vacances. Parce que du coup, on a allié aussi marathon et plaisir. Parce qu'on en a profité pour visiter Tokyo sur les 2 semaines de vacances où on était là-bas. Et la meilleure journée de toutes nos vacances, c'était durant le marathon. Donc, Tant mieux pour toi, tant pis pour eux. c'est Bon, ça. quoique, tant mieux pour eux aussi, parce que j'imagine qu'ils sont venus te voir et du coup, c'est quand même plus sympa de regarder quelqu'un qui passe plus ou moins vite, une ou deux fois sur le parcours, quand il fait beau, plutôt que d'être sous la flotte avec un parapluie. Ah bah clairement. Ah bah clairement. Et je t'avoue que de les avoir vus sur le parcours, tu vois, c'est aussi une des choses qui m'a fait tenir. Tu vois, à un moment donné, quand tu es un peu dans le down, que tu as envie de relancer un petit peu et que tu vois une tête familière, tu vois, et en qui plus est ta famille, ça rebooste mes puissances 12 000, quoi. Bon, du coup, j'imagine que tu as croisé ton frère aussi sur le parcours. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, comme on était sur Tokyo, bah, on a rejoint mon frère là-bas, donc on s'est vu et puis on était ensemble sur la quasi-totalité du voyage. Ils étaient avec ma femme, mes enfants sur le parcours. On s'est vu à deux, trois endroits différents jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'était franchement super cool. Vu comment le parcours était fait, je m'attendais pas à les voir autant réellement, parce que c'est vrai qu'entre certains endroits, il y avait quand même un peu de distance. Donc, on s'est vu plusieurs fois et c'était vraiment, vraiment cool. Et même à l'arrivée, malgré le monde qu'il y avait à l'arrivée, ils ont pu trouver un bon spot pour qu'on puisse se vendre. Et donc, vraiment, ambiance folle. Le parcours est complètement dingue. Pour ceux qui connaissent Tokyo, on passe par tous les endroits touristiques et tout, que des beaux endroits autour de Tokyo, que ce soit Akihabara, que ce soit Asakusa, que ce soit Shibuya. Voilà, ça donne un peu les endroits sur lesquels on passe. Mais l'ambiance est vraiment, vraiment dingue. Tu as du monde sur les 42 km, tu as du monde partout. Il n'y a pas vraiment un seul endroit où tu n'as personne. Il y avait du monde, mais vraiment du kilomètre 0 au kilomètre 42, tu avais du monde et ça te porte vraiment. Bon, alors du coup, ça donne quoi ce premier marathon, au-delà d'avoir passé du temps avec la famille, au-delà d'avoir été reboosté, c'était pas tout à fait dans tes plans de prépa, mais bon, tu l'as fait quand même, et ça donne quoi en termes de, juste comme ça, en termes de temps pour ce En, premier. en termes de temps, on est sur un temps en 4h25 pour Ok. mon premier marathon, tout en sachant que je vais revenir un peu sur quand tu fais des maths, quand tu cours, c'est que tu es vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai eu la lucidité aussi de réfléchir durant ce marathon et j'ai pu vraiment courir ce marathon de façon aisée et à l'aise, ce qui a fait que sur les derniers kilomètres, je me suis quand même dit, bon, quand même, tu es à Tokyo, gars, il fait beau, c'est pas ton objectif premier, tu vois, donc vas-y, kiffe,
tu vois, kiff. Donc, j'ai quand même bien ralenti, même marché, même joué avec la foule. Je te dis, l'ambiance était tellement folle. J'ai couru 37 kilomètres en me disant, bah, c'est une sortie vraiment très longue à rythme marathon, du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 37. J'étais vraiment sur mon allure marathon que je cible sur Paris, tu vois, voir si ça tient déjà et me dire, ben, au kilomètre 37, je me suis arrêté, j'ai regardé un peu autour de moi, enfin, je courais, mais mon esprit s'est arrêté en regardant autour, en voyant la tour de Tokyo, en voyant le panorama, le beau temps, les gens qui étaient fous à côté de toi. Je me suis dit, non, en fait, j'ai fait tout ça d'avion. Si ça se trouve, bah, coup de bol pour ce marathon-là, bah, j'ai un dossard et il faut en profiter. Je ne sais pas si un jour dans ma vie, je pourrais refaire ne serait-ce qu'un des 7 majors, tu vois. Donc, j'ai quand même la chance de faire un des 7 majors et il faut en profiter. Je me suis vraiment dit, j'ai eu cette lucidité de me dire, bah, faut en profiter, il faut vraiment y aller. Comme c'était mon premier, il fallait y prendre du plaisir aussi parce que je ne voulais pas le faire dans la souffrance. Et du coup, bah, j'ai alterné à la fin sur un peu de marche, un peu de course, un peu de marche, un peu de course. Donc c'est peut-être pour ça le 4h25, là où pour Paris, je vise quand même un vrai chrono, parce que Paris, je me dis que bah, vivant à Paris, je connais le décor, je connais le panorama et je vais juste devoir y aller, quoi. Bon, c'est quoi ton vrai chrono, entre guillemets, à Paris? Tu sais, c'est comme quand tu parles avec des sportifs de haut niveau et qui te disent, mes parents ils m'ont dit de trouver un vrai job. Ah non, mais il n'y a pas de vrai chrono. C'est quoi ton objectif sur Paris? Alors, mon objectif sur Paris, mon objectif réel, ce serait 3h45. Si j'arrive à faire un 3h45, je suis dans le 16 3h45. Donc, si j'arrive à faire 3h45, je serai le plus heureux de tous. Si j'arrive à faire en dessous 3h45, ce sera cherry on the cake, j'ai envie de te dire. Et voilà, c'est un peu l'objectif que j'ai là, c'est entre 3h45 et 3h30. Bon, écoute, si ça peut te rassurer, c'était en 2009, je crois. J'ai fait Paris avec un pote qui était blessé. Et donc, Paris, mi-avril, on fait 4h20. Et j'en ai chié, Ok. pas parce que c'était dur, mais parce que je me suis mis à l'allure de mon pote qui était blessé encore une fois. Et du coup, c'était difficile de faire aussi long. Et un mois et demi après, donc c'est un peu la même configuration que toi, mais à l'envers, j'habitais déjà à Luxembourg et j'ai fait le marathon du Luxembourg, qui est autrement plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus vallonné et il y a beaucoup plus euh, de, de virages, etc. Et là, je signe à 3,35. Donc, si ça pouvait te faire pareil pour toi, ce serait quand même pas mal. Ah bah, je prends, je prends. Si on arrive à être sur la même configuration, je t'avoue que je prends, mais totalement, quoi. Bon, écoute, encore une fois, c'est le pire qu'on va te souhaiter. Euh, tu nous as parlé un petit peu de comment tu avais structuré ta prépa, c'est-à-dire tu t'es beaucoup renseigné, tu as essayé de voir comment orchestrer ça, et puis tu as mis en œuvre. Sur ces 6 dernières semaines, comment est-ce que tu structures entre les deux marathons? Tu as pris 15 jours de vacances au Japon, j'allais dire au Canada, au Japon. Donc, tu as fait ton marathon, tu as pris tes 15 jours de vacances. Donc, j'imagine que là, déjà, tu as un petit peu encaissé, coupé, tu as un peu récupéré avant de repartir dans le jus. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que, si tu veux, le marathon s'est couru en plein milieu des vacances, en plein milieu des 2 semaines de vacances que j'avais positionnées. Donc, la première semaine, j'ai pu courir un petit peu durant mon affûtage. J'ai dû faire 1 ou 2 sessions à 5 6 kilomètres, mais vraiment pas plus, parce qu'il faut quand même encaisser aussi le voyage et le décalage horaire. Donc, j'ai pas voulu trop forcer là-dessus pour arriver vraiment frais le dimanche lors du marathon. Le marathon, une fois que je l'ai couru, la semaine d'après, on était complètement en vacances. Et là, je me suis dit, bah, là, je coupe vraiment la course à pied. Donc là, j'ai vraiment, vraiment pas couru de toute la semaine. Mais par contre, on a beaucoup marché. Alors, Tokyo, quand il fait beau, c'est une ville où tu peux vraiment facile marcher des kilomètres et des kilomètres. Donc, on a quand même beaucoup marché, donc ça a activé un petit peu les jambes quand même. Alors, pas un rythme fou, mais ça permettait de tourner un peu les jambes. Et puis, Ouais, d'oxygéner, quoi. ouais, et puis dès le retour en France, alors je te passe les détails de mon retour en France parce que j'avais un transit vers une zone aujourd'hui en guerre, malheureusement. Et donc, du coup, ça a retardé un petit peu mon retour. Mais du coup, une fois retourné à Paris, j'ai rechaussé les baskets assez rapidement
pour, déjà me remettre dans le rythme. Et je t'avoue que retour de vacances, c'est compliqué. Les premières sorties, elles sont très, très longues. Mais très, très longues dans le sens, tu pars pour 10-15 kilomètres et ouais, c'est long. C'est long parce que tu n'arrives pas à trouver ton rythme, tu as les jambes lourdes et il faut refaire du jus, comme tu dis. Et donc là, tu structures et tu te dis, alors le premier truc que tu dis, c'est pas je structure et j'essaie d'avancer. Le premier truc que tu dis, c'est j'ai Paris dans un mois et demi, comment je vais faire? Parce que quand tu fais les premières sorties et que tes jambes ne répondent pas, c'est dur. C'est dur à te dire dans un mois et demi, j'ai Paris, 42 kilomètres encore, ça va être compliqué, surtout si tu as envie de faire une perf, mon copain. Donc, un petit peu dur. Et puis après, tu te restructures et tu dis, bon, allez, on se ressaisit et puis tu refais une autre séance où tu essayes de mettre un peu plus de rythme. Et là, ça commence à rentrer. Donc, j'étais parti sur 4 sorties la semaine de mon retour où j'ai fait vraiment 3 sorties faciles, mais vraiment faciles, donc en dessous de mon rythme de course, et une séance d'intensité où j'ai fait, je crois, un 4 fois 1000 mètres. J'étais parti pour faire un 4 fois 1000 mètres à peu près à 4 du kilo, tu vois. Et alors j'avais pour objectif d'en faire 6 ou 7. J'en ai fait 4 et j'ai dit ouais, bah c'est bien. 4, ça suffira. C'est exactement ça. Parce que comme je te dis, bah, je structure moi-même mes entraînements et j'ai personne pour me dire calme-toi, arrête-toi, tu risques la blessure. Donc aussi sur ce mois et demi entre les deux marathons, c'était sur le gros objectif aussi, c'était de ne pas se blesser. C'est de refaire du jus et pas de se blesser parce que voilà, on le connaît tous, hein, le moment où ça va un peu moins bien, on se dit, bon, ça va passer si je m'entraîne un peu plus fort ou si j'essaye d'y aller un petit peu plus fort. Et c'est là que ça pète. Et c'est là que, du coup, tu risques la blessure et après, derrière, tu ne peux pas courir. Alors après, un gars qui travaille dans l'IT, qui manage qui manage des informaticiens ou les gars du support, tu joues un petit peu avec les LLM quand même, avec l'IA. Est-ce que tu joues aussi avec ces outils-là, notamment pour ta préparation? Ouais, exactement. J'ai utilisé aussi un autre ami ChatGPT pour structurer un peu mon entraînement. Là, dernièrement, je l'ai aussi utilisé pour structurer mon affûtage sur la fin de prépa avant Paris. Donc, c'est aussi des informations que je vais chercher. Et de temps en temps, je l'adapte aussi. Je l'adapte aussi à la sensation. Je fais pas mal de choses aussi à la sensation où je me dis, OK, aujourd'hui, l'entraînement, ça va être ça. Mais si je sens que j'ai les jambes, soit je vais mettre un peu plus de rythme, soit je vais allonger le temps de course, soit je vais allonger la distance. Mais je sais que je vais soit prendre, je te dis, une sortie, soit via ce que va me donner ChatGPT ou ce que va me donner aussi ma montre ou ce que je vais voir un petit peu sur les réseaux. Donc les programmes d'entraînement qui sont un peu donnés à droite, à gauche, voir si ça se cale un peu sur mon rythme à moi. Bon, il paraît que Claude, pour ça, est quand même un peu meilleur que ChatGPT. Et puis, le petit hack là-dessus, c'est aussi une fois que tu as fini ta séance. Alors, le mieux, ce serait d'exporter tes données depuis ta montre, mais c'est toujours un petit peu complexe. En revanche, une fois que ta séance, elle remonte dans Strava, tu lui balances l'URL publique de Strava et il va l'analyser un petit peu. Donc, c'est pas mal après pour avoir un retour post-séance sur continuer à adapter, avoir un petit peu comment dire, cette façon de faire agile, si on Ok. parle un petit peu gestion de projet, et qui puisse te dire, effectivement, là, tu étais parti pour 4 fois 1000 ou 6 fois 1000 sur piste à 4 kilos avec X temps de récup. De ce que je vois sur
l'analyse de ta séance. Peut-être que tu aurais pu en passer 5 ou 6, donc ça veut dire que tu es en forme, donc on va ajuster pour le programme d'après. Ou au contraire, tu en as passé 4, tu devais en passer 6, tu es un peu HS. Bon, écoute, on va ralentir un petit peu le volume ou l'intensité pour la semaine prochaine, ou au contraire, on va mettre plus de volume que d'intensité. Enfin voilà, le petit hack pour continuer à structurer ton entraînement avec l'IA. Ah bah trop bien. Franchement, ça je le prends parce que je t'avoue que j'y avais jamais pensé de me dire je vais mettre mes données sur Claude ou sur ChatGPT et voir un petit peu ce que ça me ressort. J'étais beaucoup plus en mode bah voilà le résultat attendu, sors-moi et puis après derrière je reposais des questions. Mais je prends ce hack et franchement top. Bon, et je pense qu'en plus, maintenant, on peut faire encore mieux avec Codex de ChatGPT ou avec Claude Code. Tu dois pouvoir te développer ta propre interface qui va se connecter directement par API, soit à ta montre, soit à la plateforme de ta montre, soit à ton Strava, et puis à l'analyser en direct. Que tu n'aies même plus besoin de lui mettre en input tes données. Il va les analyser dès qu'elles entrent, dès qu'elles sont synchronisées. Et puis après, tu vas recevoir un message ou un mail pour te dire, hop, 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 allez, viens là, il faut ajuster le programme. Ah ouais, non mais clairement, non mais clairement. Ok, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, surtout que, on l'a dit, on enregistre, on est un peu moins d'une semaine, un peu moins de 10 jours du marathon. Donc là, tu es en pleine période d'affûtage. Là tu as réduit considérablement le volume et l'intensité. Ouais, exactement. Donc là, j'ai quand même bien réduit le volume depuis la semaine dernière et l'intensité. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait 3 sorties. Donc 2 sorties EF et une sortie 2 fois 5 km à Lyon-Marathon. Tu vois, donc vraiment des petites sorties. Et là, cette semaine, j'ai prévu 2 ou 3 sorties cette semaine. Pareil, selon la forme, ça va être de l'EF, quoi qu'il, sur petite distance. Et puis après, voir si je me refais pas un petit 5 km à Lyon-Marathon vendredi ou samedi, juste avant le marathon. Ouais, moi, je te dirais, après, c'est que mon conseil, hein, mais n'oublie pas la mise en train, c'est-à-dire la veille de la compétition, donc en l'occurrence le samedi. Cherche pas à te faire un entraînement à allure marathon. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un bon échauffement, 10 bonnes minutes, tu vois, mais vraiment très très lente pour bien sentir que ton corps il monte en température. Après, tu fais un petit peu d'exercice technique de course, donc lever de genoux, talons-fesses, des choses comme ça, mais pas de choses violentes parce que l'objectif c'est pas d'aller se blesser. Et puis après, tu mets un petit 10 minutes où alors sans chercher l'intensité, tu vas chercher un petit peu de répétition de rapidité, tu vois. Ton marathon, si tu veux partir sur 3,45, ça te fait un tout Un petit peu peu moins de plus de 5 5,30. minutes au kilo. Ouais. Ouais. Et là, tu vas te faire 2 fois 1000 à 5 au kilo, quoi. Sans mettre de temps de récup. Et puis derrière, tu refais un petit peu de retour au calme. Si tu as fait 10 minutes d'échauffement, tu fais 10 minutes de retour au calme. Ça te fait finalement une séance de une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais vraiment, c'est pas d'intensité, c'est juste pour être prêt pour le lendemain. Et puis le lendemain, le dimanche, alors Ok. surtout si tu es parisien, tu n'y vas pas avec ton gros sac de sport, etc. Juste avant de rentrer dans le sas, tu te fais quelques rappels, tu te fais 3-4 accélérations pour faire monter un petit peu le palpitant, pour réchauffer aussi un peu le corps. Et puis au coup de feu, déjà, il y a 20 minutes le temps que toute la première partie, les premiers sas y partent. Et puis après, toi, t'enchaînes. Ok, je prends ce conseil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est une fois que tu as fini ton marathon, tu m'enverras un petit vocal et puis je l'intégrerai en capsule sur cet épisode. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, le son va changer. Mais oui, ce sera la capsule de Think Boom qui reviendra avec nous sur son marathon. Écoute, j'ai encore 2 petites questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as un petit peu goûté au triathlon, même si tu y as goûté de loin, notamment au M de Vichy, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Meilleur conseil pour devenir triathlète, ça va être déménager, déjà, je pense. Et non, mais après, c'est vraiment se discipliner et persévérer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, la natation, c'est très difficile. Alors, je dis très difficile parce que des 3 sports, c'est le sport le plus technique.
Donc, si tu n'as pas la technique, tu ne tiendras pas la distance, tu n'auras pas le souffle pour avancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Il faut vraiment y aller, persévérer, se persuader qu'on peut y arriver, avoir la discipline d'y aller. Parce que je veux bien comprendre, soit d'y aller très tôt, on travaille tous, hein. Donc, d'y aller très tôt le matin ou très tard le soir, après 20 heures, d'aller dans l'eau, sortir les cheveux mouillés, machin, tout ça, c'est pas super évident. Donc vraiment persévérer. Et puis comme tout, hein, c'est ça. C'est même en vélo, hein. Même en vélo, les premières fois, bah, c'est difficile de se dire, bah, et le vélo, c'est facile, je vais enchaîner mes 40 ou mes 60 kilomètres sur ma première sortie. Bah ouais, le vélo, bah, ça fait mal, il faut avoir les cuisses il faut persévérer, il faut continuer. Tu vois, là, je suis toujours encore dans ce mindset de me dire que je vais faire un tri parce que au boulot, j'y vais en vélo actuellement. Et puis les beaux jours vont m'aider à aller de plus en plus en vélo. Donc ça me permet aussi de toujours avoir cet entraînement tri. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai aller à la nage en vélo par le canal de l'Ourcq via la Seine. Ça va être pas mal. Ouais, il va Mais falloir encore quelques années, je pense, hein. Même si la Seine va devenir, au-delà d'être navigable, nageable, on n'est pas encore dans la lyre. c'est ça. Mais Euh, non, persévérer, se motiver, c'est vraiment les deux conseils que je peux donner. bon, et puis pour mettre en parallèle, comment on devient un marathonien? Comment on devient marathonien? Ben, par l'envie. Franchement, il faut avoir envie. Je pense que je te l'ai dit en préambule de notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai couru mon premier marathon. Je vais courir mon deuxième marathon. Maintenant, est-ce que j'aime le marathon? Je ne sais pas encore. Parce qu'il faut aimer le marathon. Je pense qu'il faut aimer le marathon et il faut vraiment avoir envie d'aller faire un marathon. Parce que alors maintenant, je vais appeler ça des distances courtes, que ce soit le 10 km ou le semi-marathon. Parce que grosso modo, tu pars pour moins d'une heure de course ou pour un petit peu plus d'une heure de course. Mais je pense pas que tu vas au-delà de 2 heures quand tu cours régulièrement. Tu vas jamais au-delà de 2 heures pour un semi-marathon. Donc, tu sais qu'en 1 heure et demie, 1 h 45, allez, maximum 2 heures, tu as fait ton semi-marathon en étant un coureur régulier. Par contre, un marathon, bah, c'est 2 fois la distance. Tu pars entre 3 heures et 4 heures et tu es beaucoup sur de la gestion. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que bah, 80% de ta course, c'est vraiment de la gestion. Ah, faut pas que j'aille trop vite, faut pas que je me crame, faut vraiment que je fasse attention à cet endroit-là. Est-ce que je suis passé dans le bon timing? Est-ce qu'il faut que j'accélère maintenant? Est-ce qu'il faut que je décélère? Le terrain monte, le terrain descend. C'est quand même pas mal de gestion. Et donc, est-ce que j'aime le marathon aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'envie d'aimer le marathon. Et je pense que pour devenir marathonien, il faut vraiment avoir l'envie. Bon, écoute, c'est noté. Euh, J'ai un point qu'on n'a pas abordé. Bon, il y en a quelques-uns, mais notamment un, c'est que pendant ta prépa, tu l'as documenté aussi. Tu as créé un compte Insta. Donc, non pas papa qui court, comme j'ai dit en off tous les deux, mais papa court un marathon. Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Bah, parce que j'arrivais sur le marathon. Donc, en vrai, je courais, bah, comme j'ai dit, 10 semis. Et c'est des distances pour moi qui ont nécessité de la prépa, mais pas une grosse prépa. Et de me dire, bah, tiens, j'ai envie de regarder dans le rétro, tu vois, pour me dire bah, par quoi je suis passé pour arriver à la finish line du marathon. Parce que pour moi, le 10 km, le semi, ça reste encore des distances accessibles. Mais le marathon, les 42 km 195, c'est vraiment pas le plus dur. Le plus dur pour moi, c'est de tenir la distance sur les 6, 8 mois de préparation avant cette ligne de départ et cette ligne d'arrivée. Parce que pour moi, si tu passes cette prépa, eh ben, tes 42 km, ça passe, tu vois. Mais le plus dur, pour moi, ça reste vraiment l'organisation, la discipline, la motivation que tu vas avoir pendant les 6 mois de préparation de ça. Et je me suis dit, bah tiens, à un moment donné, je vais vouloir me poser. J'ai envie de me dire bah, comment j'y suis arrivé et je vais me documenter ça.
j'avais embarqué personne, hein. Ma femme n'était pas au courant, mes enfants non plus. Je suis parti un peu bien en tête là-dessus. C'était un peu mon projet perso où au départ, je me suis dit, bah, je vais me garder ça dans un coin. Et puis je le regarderai tout seul au coin du feu l'hiver. Mais non. Après, je me suis dit, bah, si ça se trouve, même si sur le milliard de personnes qu'on peut être sur cette terre, bah, j'arrive à motiver 1 ou 10 personnes à chausser des baskets et peut-être se dire qu'un jour, il peut réussir un marathon en tant que random personne, bah, pourquoi pas? Et je me suis dit, bah, je vais le documenter, je vais mettre un petit peu ce qui m'arrive pendant la prépa, par quoi je passe pendant la prépa. Parce que pendant la prépa, il ne faut pas oublier qu'on court en printemps, mais la prépa, elle se fait en hiver. Donc en hiver, les gens ne se rendent pas compte, mais en hiver, on court, il fait 0, -2, il neige, il pleut, il vente, chose qui n'arrive jamais au printemps. Donc les prépas, c'est rarement printemps-été. Donc c'est plus pendant l'hiver où là, le terrain est bien dur et il faut vraiment être motivé et déterminé pour sortir et chausser ses baskets à 5 heures du mat par -2. Ouais, Donc sur le j'avais envie sujet de de. la prépa, finalement, quand tu es pas un coureur régulier qui avale des marathons au petit-déj, tu jamais de bon moment pour te préparer, en fait. Parce que les marathons de début de saison, comme Paris ou comme Tokyo, bah, en fait, la prépa, elle est pendant l'hiver. Mais les marathons de fin de saison, septembre, octobre, comme Barcelone ou d'autres, tu as la prépa en plein milieu de l'été. En milieu de l'été, ça veut dire avec les vacances, avec les journées très longues, certes, mais avec les journées très chaudes aussi. En fait, tu n'as jamais vraiment de bon moment pour préparer un marathon, sauf si tu es capable de le préparer en 3, 4 semaines, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en gros, l'envie, c'était de me dire bah, comment je peux bah, documenter le fait de devenir marathonien. Et puis demain, bah, regarder dans le rétro moi-même et de me dire bah ouais, c'est vrai que j'ai pu courir ces distances-là. Voilà par quoi je suis passé pour ma préparation et de laisser quelque chose. Et de par le nom que tu as choisi, Papa court un marathon, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une envie de transmettre à tes enfants? Ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément, parce que bah, j'ai des enfants qui sont encore petits. J'ai une fille qui a 10 ans et j'ai un fils qui en a 5. Et bah, en gros, c'était vraiment de leur dire, bah ouais, le sport, c'est quand même important. Moi, tu vois, grâce au sport, bah, je me suis fait des copains, je me suis challengé aussi à faire de l'effort. Parce que oui, l'effort, faire du sport, bah, c'est de l'effort, c'est de la discipline et c'est de la motivation, tu vois. Donc, des fois, ouais, bah, quand je les emmène au sport le matin, quand ils se lèvent, oh, j'ai pas envie, non, je suis fatigué, bah non, ben voilà. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie d'aller courir, bah, j'y vais quand même. Même si ça reste que du sport loisir et ils prennent du plaisir vraiment à faire du sport, bah, ça leur permet aussi de se dire, je suis toujours dans l'exemple, hein. Donc, pour que mes enfants fassent quelque chose, ben, faut aussi que moi, je puisse leur montrer que je le fais aussi. Tu vois, c'est pas juste de leur dire, bah, va faire du sport, moi je reste sur mon canapé et je joue à la PlayStation. Écoute, si bah, alors je pense que toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast sont un peu dans la même démarche, mais s'il y avait beaucoup de parents qui pouvaient écouter et mettre en pratique, lead by example, n'est-ce pas? Pour terminer, C'est Singoum, ça. où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie des propositions de plans d'entraînement ou alors des rendez-vous pour aller courir en région parisienne? Alors, moi aujourd'hui, je suis sur YouTube, Instagram principalement, donc @papa court un marathon. Et puis voilà, hein, c'est avec plaisir pour tous ceux qui ont envie de courir. Si vous avez des bons plans ou si vous avez des plans d'entraînement à m'envoyer, avec plaisir, vous pouvez me contacter directement sur ces 2 réseaux. Bon, bah écoute, je te remercie. Le sujet de la nutrition, on ne l'a pas abordé, mais on se gardera ça éventuellement pour un autre épisode. Déjà, j'attends ton débrief du marathon de Paris et puis on verra avec ton prochain objectif parce que forcément, il y aura bien d'autres défis à la con et on pourra se refaire un épisode dans quelques années. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Sing. Ciao. Merci à toi. Ciao, bye bye. Yeah. Yeah.